Chères auditrices, chers auditeurs, voici la première partie du chapitre La mise en couleur des terres du livre Vandia l'origine. Je me nomme Marcus Charret et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les peintres. Les nouvelles manifestations d'Ao résultaient d'interactions de plus en plus complexes, perpétuant et affinant un héritage tel qui dépassait la compréhension des générations précédentes. Séménir le passionné et Aphiès à la fois sans faille en Ao lièrent leurs énergies pour donner naissance à Karsam le combatif, prêt à relever tout défi et maître des mers déchaînées. De sa volonté, il pouvait en appeler au pouvoir de son père pour exalter vent et tempête en plein ciel d'azur. Gariel, en tant que sympathique, avait joint ses géniteurs pour fournir à Karsam la notion d'envie. Cela eut pour effet de dévoiler un nouvel état permis en Ao, la perte volontaire de contrôle, rendant Karsam la manifestation la plus imprévisible et la plus excentrique, voire la plus dangereuse. Gariel avait aussi fait don de ses caractéristiques aux enfants de Friel, mère d'Amour, et d'Eharam, aux peurs et aux doutes irrationnels. Leur fils Ephriem représentait l'instinct et ses réactions primaires, automatiques. Il avait en charge la protection des espaces faiblement boisés. Sa sœur Zeldala avait la hantise de perdre ce qui lui était cher, rendant sa jalousie maladive. Son domaine de prédilection était, au contraire, les forêts denses et sombres, dans lesquelles elle pouvait aisément se cacher pour ourdir ses vengeances. Séménir eut également une descendance avec Crécelle la fataliste. Leur unique fille, Raïel, faisait du renoncement de soi un art, et son abnégation forçait le respect. Proche de Friel du fait de son tempérament, elle affectionnait en particulier les plans d'Evia à la houle berçante, ainsi que les clapotis apaisants des rivages tranquilles. Eharam eut aussi comme compagne Aphiès, et la peur de l'un combinée à la croyance de l'autre engendra Dramaïn, sympathique de la soumission que les prés sauvages appelaient de leurs besoins d'entretien. Sa sœur Biriel était également sympathique de sa fratrie, et la tristesse de son père Priam, liée à la tendresse de sa mère Evia, lui conférait une profonde mélancolie que seuls les marais humides pouvaient étancher. Le dernier de cette lignée, et non des moindres, était Waïn. Il avait comme père Eharam, figure féconde s'il en est, et comme mère la maussade Crécelle. Cet accord improbable entre les peurs et le fatalisme, sans trace d'amour, de passion, ni même d'espoir, ne pouvait aboutir qu'à un unique état, la négation de l'existence. Aussi, Waïn représentait-il tout ce qui n'était, soit qu'il ne fût encore, soit qu'il eût été mais n'était plus. Il veillait donc aux œuvres en devenir et aux œuvres disparues. Il veillait à l'avant-vie et à l'après-mort. Sa voix était l'inexistence en Ao, et les déserts étaient son domaine. La mise en couleur des terres. C'est par ici! Ephriem était dans tous ses états. Tel un limier sur une piste, il bondissait d'un endroit à l'autre à la poursuite d'Ao savait quoi. C'est par ici, vous dis-je! Ses mouvements s'ordonnèrent jusqu'à converger vers un étroit défilé engoncé entre deux montagnes aux falaises abruptes. Je la sens, elle est toute proche! Sa voix faiblissait alors qu'il s'éloignait davantage du mont Nassia et des siens. Hagards, leurs esprits encore embrumés par leur récente mise au monde, les 6 autres manifestations d'Ao nouvellement émergées entamèrent sans attendre, bien que de mauvaise grâce, la poursuite de leurs frères fugitifs au travers des massifs montagneux. Que ne nous laisse-t-il pas un peu profiter des charmes de Vandia? Bâilla sa sœur Zeldala. Sommes-nous tenus de le suivre? S'enquit Biriel. Où qu'il aille sera sans doute plus intéressant qu'au pied de ces montagnes désolées, maugréa Karsam, qui prit la tête du groupe. Les autres manifestations ne s'exprimèrent pas, se contentant de suivre docilement. Seul Dramaïn, de par sa nature, sembla retirer un quelconque plaisir de ce mouvement forcé. Au bout d'une heure de course effrénée, au travers de ravins et de canyons tortueux emmurés de granit, de basalte et de schiste confondus, la forêt de cimes montagneuses finit par s'éclaircir. Quelques minutes plus tard, ils s'extirpaient enfin du labyrinthe minéral qui les avait vus naître. S'interrompit alors la cavalcade aussi subitement qu'elle avait commencé. « Trouvé !» s'écria Ephriem. « Quoi donc ?» lui demanda sa sœur. Ils avaient atteint une immense plaine recouverte d'un tapis émeraude ondulant aux caresses de Friel. Dans le ciel, de fins nuages s'étiraient paresseusement, probable vestige d'un désaccord passé entre Aphiès et Gariel. Les rayons de la liqueur filaient allègrement entre eux et projetaient sur l'herbe une mosaïque de lumière qui ravissait la vue. Ce lieu n'évoquait que volupté et mansuétude. « Il n'y a absolument rien ici, mon frère. »
Force était de constater que si Ephraim avait flairé une piste, soit il manquait d'entraînement, soit les effluves qui l'avaient guidé s'étaient joués de lui. « Mais enfin, ne voyez-vous pas? C'est devant vous, rétorqua-t-il. Face à la mine dubitative des siens, il eut un moment de doute et se renfrogna. Mais l'instant d'après, il reprit son air enjoué et, comme ayant compris une vérité trop bien cachée tant elle était évidente, s'écria. « Ah, mais bien sûr, vous ne pouvez pas la voir car elle n'est simplement pas encore là. »« Mais quoi donc ?» demandèrent-ils en chœur. « Ma forêt, pardi. Laissez-moi vous montrer. » Mu par une impulsion remontant du plus profond de son être, il s'élança au ras du sol en y dessinant un sinueux tracé. Il se précipitait de gauche à droite et de droite à gauche, virant pour éviter d'invisibles piliers, chiffonnant au souffle de son déplacement le tapis verdoyant qui s'imprimait au fur et à mesure d'un imbroglio de chemins sans logique apparente. Lorsqu'il eut fini, il revint vers les siens, la mine satisfaite. N'attendant d'eux aucune remarque, il se concentra intensément et émit une mélopée proche du mantra. Comme répondant à un appel caché dans cette mélodie, les quelques filets laiteux dans le ciel s'écartèrent. La liqueur put ainsi déverser davantage de lumière sur l'exacte surface couverte plus tôt par les tours et détours de la manifestation Dao. Cette dernière altéra ensuite sa voix, la rendant plus gutturale, et les nuages se reformèrent aussitôt à la verticale du groupe à l'affût. Bientôt, les brins d'herbe autour d'eux se courbèrent sous le poids de gouttes de pluie tombant de plus en plus nombreuses. L'averse inattendue dura moins de 20 secondes, et se termina en même temps qu'Ephraim achevait ses étranges vocalises. « Et maintenant, regardez !» leur intima-t-il en joie. À l'étonnement de tous, au détour des sentiers invisibles qu'il avait sillonnés plus tôt, l'herbe s'amenuisa jusqu'à disparaître complètement. À sa place ne subsistaient plus que de petits cercles de 2 ou 3 pieds de rayon qui laissaient là apparente cette terre brune qui fut le premier visage de Vandia. Et au centre de ces orifices se comptant par milliers, de ces espaces soudains vides de toute présence végétale, germa la vie sous une forme dont la complexité nouvelle bouleversa ses spectateurs. Moins hautes qu'un brin d'herbe, de petites pousses d'un vert éclatant étaient apparues. Coiffées d'une paire de fragiles feuilles minuscules, elles n'en dégageaient pourtant pas moins une impression de force tranquille dénotant d'avec leur taille. Au bout d'un bref instant, les insignifiants embryons de feuillage se mirent à s'agiter, à battre comme autant d'ailes de papillons à peine éclos souhaitant se détacher de ces fines tiges qui les emprisonnaient au sol. Puis, sans autre forme d'avertissement, les dites tiges se mirent à croître, et à croître encore, démesurément. En moins de temps qu'il n'en fallait à une goutte ensablée pour ne plus être, elles étaient passées de frêles pousses au corps éthique à de majestueux troncs râblés ceinturés de solides écorces ravinées. 30 mètres en surplomb des racines nourricières de ces nouveaux géants, de somptueuses têtes empanachées de millions de feuilles argentées déposaient leur masse sur d'imposantes ramures devinées au travers du feuillage neuf. La rapidité et l'uniformité de la croissance divine de cette armée d'arbres au garde-à-vous, surprenant jusqu'à la nature elle-même, avaient été telles que l'air qui s'était trouvé à leur emplacement un instant plus tôt en avait été balayé. Le souffle qui en avait résulté avait fait reculer les manifestations Dao prises au dépourvu. Seul l'instigateur du phénomène n'avait pas scié. « Et maintenant, vous la voyez, ma forêt » demanda-t-il fièrement dès que tous se furent remis. Auraient-ils clos la totalité de leurs sens qu'ils n'auraient pu ne pas la ressentir. En plus de la fraîcheur qui leur parvenait de sa canopée, elle dégageait une aura jamais éprouvée auparavant sur Vandia. Ces êtres vivants, car même dépourvus du don de la parole et de celui du mouvement, les arbres étaient bel et bien des êtres vivants, échangeaient entre eux de la façon la plus subtile qui fût. Non par les sons ou par les signes, mais au travers de sensations partagées par la chimie de ce nouveau monde duquel ils tiraient leur substance. Ces échanges, aussi imperceptibles qu'ils étaient innombrables, étaient incompréhensibles pour les manifestations Dao. Leurs effets leur étaient cependant suffisamment intelligibles pour qu'elles appréhendassent un peu mieux le troisième miracle. Il ne s'agissait pas seulement d'implanter une vie autonome en Vandia comme leurs aïeux Néraïm et Néraïf l'avaient fait, mais de sublimer celle-ci au point de lui faire elle aussi acquérir des capacités Dao. Et en ce sens, ces gigantesques formes ligneuses leur barrant la vue en étaient assurément la seconde étape. Ephraim était donc le premier de sa lignée à avoir atteint ce but. Son œuvre était un ensemble d'êtres capables de ressentir et de communiquer entre eux. En d'autres mots, ils avaient, eux aussi, la capacité d'interaction, bien que sans correspondre à celle qu'Ao avait attribuée à ces manifestations. Cette constatation ébranla les peintres, même Ephraim. Il n'était maintenant plus seul à bénéficier du don d'interaction. L'herbe avait bien également, à sa manière, la capacité d'interagir pour se multiplier, mais elle le faisait de façon tout à fait passive et seulement grâce à l'aide des insectes. Quant à ces derniers,
S'ils interagissaient aussi entre eux, ils le faisaient à un niveau à peine moins insignifiant, tout juste contrôlé et frisant l'automatisme. Or maintenant, pour la première fois dans la courte histoire de Vandia, la capacité d'interaction était apparue dans des êtres partageant la même échelle spatiale et la même sensibilité que les manifestations d'Ao qui les avaient créées. Les peintres avaient ainsi face à eux des entités avec lesquelles ils auraient pu communiquer si seulement Ao leur avait accordé le même niveau d'interaction. Et cette idée seule changeait tout. Cela ressemble à des manifestations, mais sans réellement en être, émit d'ailleurs Raël. Ils en devinrent pensifs, et à plus d'un titre. Car s'il manquait aux arbres des capacités essentielles, en particulier celles du mouvement, avaient-ils, eux, en contrepartie, un corps physique qui faisait défaut aux manifestations d'Ao? Aussi, ces dernières ne purent-elles s'empêcher de songer à une idée qui les mit fort mal à l'aise à mesure qu'elles s'y empêtraient. Se pouvait-il que le grand tout eût eu la volonté de remplacer ces manifestations existantes par de nouvelles versions à l'enveloppe matérielle? De façon inattendue, la réponse à cette question dérangeante leur parvint à cet instant d'un point derrière eux. Une réponse douce et lente, portée par un flot de paroles rappelant un vol de butineurs virevoltants. « Ao est !» Ils se retournèrent dans la direction de la voix et furent aussitôt aveuglés par la présence de 6 sphères incandescentes se balançant à quelques mètres du sol. Bien que ce fût là leur première rencontre, la nature de ces globes de pure énergie ne leur fit aucun mystère. En premier plan, leur faisant directement face, était Friel la Belle. « Nous vous sentions sur le point d'oublier cette absolue vérité, » termina sur le même ton lénifiant la maîtresse des 12 brises. Éblouie, la nouvelle génération ne put en retour que psalmodier. « Ao est !»« Vous êtes manifestation d'Ao, » entama avec gravité Séménir, pourfendeur des nuées, « et vos œuvres, quelles qu'elles soient, ne pourront jamais se prévaloir de ce statut. Car telle en est la volonté d'Ao, » clôtura la sombre Aphiès. Les vénérables habilleurs n'attendirent pas de réponse à ce sermon, et s'élevèrent dans les airs avec la même lenteur qui avait caractérisé leurs paroles. En marque de profond respect, leurs enfants leur laissèrent prendre de la hauteur sans réagir, jusqu'à les voir enfin s'étioler loin au-dessus d'eux. Ils furent alors naturellement tentés de méditer sur les sages pensées partagées par leurs parents, mais un autre phénomène les interpella qui les en empêcha, un phénomène davantage incroyable que ceux auxquels ils venaient d'assister, et qui les força à encore moins de mouvement, à encore plus de vénération. Au loin, couronnant le mont Nassia d'une auréole de pure lumière devant se voir à des centaines de lieues à la ronde, 5 orbes majestueux s'élevaient avec grâce dans un coin de ciel azuré. « Les sculpteurs !» chuchota Byriel. Le mutisme qu'ils s'imposèrent à cette vision n'était cependant pas nécessaire, ils le sentaient. Car les sculpteurs, première manifestation existante du grand tout aux yeux de celle née en Vandia, œuvraient sur un plan d'existence bien supérieur au leur. Cette différence rendait sans doute, et à jamais, toute communication avec eux inintelligible, si pas simplement inaudible. Mais être ainsi en mesure de contempler leur toute-puissance, symbole intangible de la magnificence d'Ao, les tétanisait autant de plaisir que d'admiration révérencieuse. Ce ne fut que lorsque ces vénérables aïeux eurent à leur tour disparu dans le firmament que les peintres recouvrèrent leurs esprits. « Ils ont raison, » dit Karsam, rompant le silence. « Plus jamais ne devons-nous douter de la volonté d'Ao. » Quelles que soient les raisons pour lesquelles il nous fait œuvrer, seconda Dramaïn, soyons-lui reconnaissants d'exister et louons-le au travers de la perfection de nos œuvres. Tous acquiescèrent à cette judicieuse remarque, et le sujet des arbres fut clos. Ils avaient maintenant libre pensée pour entamer leur devoir en Vandia. « Je sais quelle sera mon œuvre, » fit Friel d'une voix triste, « mais je n'ai l'idée d'où la concrétiser. »« J'ai le même problème, » reprit Raël. « Ainsi que moi, » enchaîna Dramaïn. Karsam opina pour informer qu'il était dans un cas identique. Quant à Wain, il ne dit mot, comme à son habitude, à se demander si la parole ne lui manquait simplement pas. Ici s'achève ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de la lecture suivante. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous.